les choses seulement sous l'angle du client. Alors, l'organisation en relation avec un client, mais l'organisation en relation avec des publics, dont le client. Ce qui change énormément la perspective de la réputation. Quand je ne fais que parler à mes clients, je parle d'une certaine façon, mais quand je prends conscience que le bruit, les échanges et l'animation, la collaboration est avec des publics qui sont différents, qui ne sont pas nécessairement des clients et qui peut-être ne seront jamais des clients, bien naturellement, mon discours diffère. Mm-hmm. Merci François, ça met déjà bien la table. Alors, si tu peux enchaîner Pierre Thomas dans l'autre que j'avais présenté sous l'angle du point de vue des agences. Bien, je suis très d'accord avec ce que François a dit d'emblée, du fait qu'il y avait on a beaucoup de clients chez nous qui ont une certaine crainte à s'investir dans les médias sociaux. Mais je pense que souvent, il y a un gros côté d'éducation puis de formation à faire avec eux pour leur faire comprendre en fait que Beau lapsus. pour leur faire comprendre que la e-réputation existe, qu'on ait une présence sur les médias sociaux ou qu'on n'en ait pas. Souvent, ils ne le réalisent pas. Puis je leur dis souvent qu'on n'a pas aucune obligation à être actif et présent dans les médias sociaux, mais on ne peut pas le négliger et l'ignorer non plus. Donc, le minimum à faire souvent, c'est de faire une veille et d'avoir conscience de ce qui se dit sur nous, ce qui se dit sur notre marque, notre entreprise, ou globalement sur l'industrie et notre concurrence. Parce que aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de pouvoir participer au débat public, d'influencer des décisions ou des décideurs, le gouvernement, des entreprises. Donc, la e-réputation est un incontournable, donc il faut savoir gérer sa présence sur les médias sociaux, sur le web, de toutes sortes de manières. Donc, nous, on travaille à encadrer la façon qu'ils vont occuper l'espace web. Puis souvent, ils ont l'impression qu'il faut se concentrer sur les médias sociaux parce que c'est ce qu'ils entendent. Mais au-delà du canal de communication qu'ils vont utiliser, on préconise une approche par le contenu. Parce que peu importe la façon qu'ils vont décider de... La e-réputation, excusez, je reviens un peu en arrière, la e-réputation travaille sur 4 plans selon moi, au-delà de juste les médias sociaux. On travaille aussi sur les médias payants, donc tout ce qui est publicité qu'on peut payer sur le web, mais il y a aussi les médias qu'on contrôle complètement, comme notre site web, nos bannières et compagnie. Puis les médias gagnés, donc quand on a un blogueur qui parle de nous, lorsqu'on réussit à avoir un site web qui pointe vers notre site web, donc tout ça crée la réputation numérique d'une marque ou d'une entreprise. Donc, il ne faut pas juste prendre en compte le fait des médias sociaux qui fait très peur, mais de façon globale. Merci beaucoup, Pierre Thomas. Alors, point de vue d'agence aussi, de Guillaume Brunet cette fois. Bien, je vais continuer dans la même lignée, puis peut-être un peu décrire les enjeux ou les défis que nous, en tant qu'agence, on a pour convaincre nos clients, leur dire il y a une réalité qui se passe, on parle effectivement de vous. Moi, c'est fascinant jusqu'à quel point on a beau former, éduquer nos clients, donner des cas là, que, bien, au bout du compte, puis là, je paraphrase ou je cite Jean Monnet là, qui dit « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ne voient la nécessité que dans la crise. » Mais c'est ce qui nous fait le plus mal. C'est-à-dire, on a beau leur dire pendant 2 ans « Hey, préparez-vous, il n'y a rien de plus facile que si vous avez vos propres plateformes. » Et on arrive avec des cas. Les universités sont mis à utiliser davantage les médias sociaux quand il est arrivé le printemps érable. La Sonde a commencé à se créer un blog des plateformes médias sociaux quand il était dans la crise. La même chose avec les cas des souris pour première moisson. Donc, on se retrouve on a beau leur dire, occupez-vous de votre réputation, mais c'est quand que la crise arrive, puis c'est souvent à ce moment-là, puis c'est un peu alarmant au Québec, c'est quand que la crise survient qu'on dit, hey, là, on faudrait surveiller notre réputation, et on perd notre longueur d'avance en termes de stratège, de dire, bien, préparons-nous d'avance, toute organisation a des squelettes dans le placard, tout ça, bien, attendons pas d'être à la commission Charbonneau pour se préparer, là, on pourrait peut-être faire une petite longueur d'avance qu'avant que le téléphone sonne. Et pour celles qui ont décidé de se préparer en amont, ben, l'importance de leur dire, c'est pas juste quelqu'un qu'on appelle animateur de communauté, gestionnaire de communauté, qui va gérer vos comptes. Il y a des processus à mettre en place, puis il ne faut pas que quand on va parler de plateforme, de processus, notre gouvernance, qu'est-ce qui arrive si la seule personne qui fait ça 15 heures par semaine, ben, elle ne rentre pas un matin, donc souvent cette gouvernance-là n'est pas supportée.
Et changer la perception, je pense que Patrice Leroux l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas les médias sociaux qui créent des crises, c'est les organisations, c'est les entreprises. Banque Royale, c'est pas les médias sociaux qui ont créé la crise, c'est des pratiques d'affaires déficientes qui ont créé cette crise. Puis finalement, je te dirais le troisième enjeu, puis c'est beaucoup sur ça qu'on se positionne en ce moment, c'est donner une fois qu'on est convaincu qu'on est, pourquoi on n'essaie pas de trouver des façons de donner la parole à ceux qui ont eu une belle expérience avec nous, mais surtout de rattraper la balle avec un client qui est insatisfait avant qu'il ait parlé de nous on a parlé de plateforme de géolocalisation. On va parler souvent d'open data avec le gouvernement, mais dire on va donner de l'information, on va ouvrir nos livres, on va donner la possibilité, on implante des processus, par exemple, avec un concessionnaire automobile où tu reçois un courriel dans la minute que ton changement d'huile est terminé, puis on dit est-ce que vous avez aimé votre expérience? Si oui, on le dirige vers les réseaux sociaux en le remerciant, puis on peut lui donner une carte certificat cadeau, peu importe. Si c'est non, il faut que son téléphone sonne dans les minutes qui suivent, parce que c'est là que tu as le goût d'aller le dire sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est agir en amont sur notre réputation. Donc, c'est pas juste, souvent, nos clients sont beaucoup trop réactifs. Donc, on a la même mentalité qu'en revue de presse. Donc, on va regarder ce qui s'est dit à notre sujet, mais on l'a le lendemain matin. Puis les premières heures ou les premières minutes sont cruciales en gestion de crise, en gestion de réputation. Donc, important de le savoir en amont. Et je pense que c'est des grands enjeux. Merci beaucoup, Guillaume. Et Jérôme, point de vue gouvernemental sur l'enjeu de la réputation. Je crois que tu voulais même commencer par définir la réputation. Je vais commencer par dire que mon point de vue n'engage pas le gouvernement du Québec. Donc, c'est une bonne façon de protéger ta réputation. Je parle en mon nom personnel. D'une part, je voudrais peut-être préciser qu'à mes yeux, la réputation concourt à la réputation globale d'une organisation, mais n'est pas une finalité en elle-même et ne doit pas le devenir. Et je vais illustrer un peu plus tard. Un des premiers enjeux, je dirais, dans le secteur public, au gouvernement notamment, c'est ce que je qualifierais de la culture organisationnelle. Il y a un changement profond de culture qui doit s'opérer dans une entreprise lorsqu'elle va dans une stratégie qui fait appel aux médias sociaux. Et je pense que ça peut être même dommageable pour une entreprise de s'aventurer dans une telle stratégie si ces changements-là n'ont pas été acceptés par les plus hautes autorités, la direction de l'entreprise. Donc, au gouvernement, tant qu'il n'y aura pas une volonté ferme des plus hautes instances, que ce soit le parti au pouvoir ou les dirigeants des organismes, d'aller dans cette direction-là, je pense qu'on va rester dans des initiatives isolées et on ne pourra pas aller bien loin de ce côté-là. La deuxième, c'est l'intégration des rôles de façon formelle à l'intérieur des organisations. Il va falloir que les médias sociaux apparaissent dans les organigrammes. Et ça, c'est autant dans les organisations que dans le secteur public. Tant qu'on ne verra pas dans les organigrammes une boîte ou qu'on ne sentira pas que c'est une fonction officielle dans les entreprises, ça va rester une fonction secondaire. C'est un peu comme ouvrir un centre d'appel, mais on met personne, puis quand quelqu'un passe, puis le téléphone sonne, on le prend, on répond. C'est un peu ça parfois qu'on fait. Là. On ouvre une page Facebook, on ouvre un fil Twitter, puis c'est quelqu'un qui fait ça à temps partiel, entre quelques dossiers, il va voir. Des fois, il peut ne pas être là pendant 2 jours. Donc, il faut intégrer les rôles de façon formelle à l'intérieur des organisations. Le troisième enjeu, c'est la professionnalisation des métiers. Il va falloir qu'on reconnaisse que ce sont des métiers en eux-mêmes, qu'il y a une formation qui mène à ces métiers-là et que les gens soient reconnus avec un titre dans les entreprises. Et encore là, que ce ne soit pas quelqu'un qui fasse ça à mi-temps parce qu'on ne sait pas à qui confier ça. Puis finalement, on prend le jeune étudiant parce qu'il connaît un peu plus ça que les autres. Et je pointe personne ici dans la salle aujourd'hui, même si c'est un cas vécu. Alors, le quatrième, je dirais, enjeu, c'est l'arrimage entre la réputation et la réputation. Et là, je m'explique. Je l'ai dit un peu en entrée en matière. Selon moi, ce n'est pas profitable pour une entreprise de se doter d'une stratégie de médias sociaux qui soit déconnectée ou en porte-à-faux de la stratégie qui est poursuivie par l'entreprise. Il faut que les deux aient un terrain d'entente et on le voit, il y a certaines entreprises qui essaient de se donner une image positive par leur stratégie de médias sociaux, mais on se rend compte que dans leur pratique, ils poursuivent un tout autre objectif. Et ça, à mon sens, c'est dangereux. Et quand je vois McDonald's, oui, c'est intéressant ce qu'ils ont fait comme exercice de transparence, mais ils sont mieux dans la prochaine année de marcher droit, parce que le premier faux pas qu'ils vont faire, qui va être en porte-à-faux avec ce qu'ils vont avoir dit sur cette plateforme-là, ils vont se le faire mettre en pleine face.
Donc, j'ose croire qu'ils ont adapté toute leur stratégie d'entreprise avec leur stratégie de médias sociaux, parce que sinon, ça risque d'être très dangereux. Un exemple qu'on peut donner aussi, c'est la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, présentement, aurait beau avoir la meilleure stratégie de médias sociaux. Là, je ne suis pas sûr qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ils réussiraient là, à redorer leur blason. Même, ça pourrait faire l'effet inverse. S'ils étaient trop actifs à essayer de dire que tout va bien, il y a une adéquation qui est nécessaire. Mais ça dépend aussi de quel... C'est pas tout de suite le débat. Ouais. Et le McDonald's, ça doit toucher. le dernier aspect, le dernier aspect, je pense, c'est, on en parle souvent, on en a parlé tantôt, la curation, la veille, l'utilisation de ces contenus-là. Est-ce qu'on peut avoir une relation privilégiée avec 150, 200, 300 000 citoyens? Est-ce qu'on peut répondre à toutes ces personnes-là au quotidien? Est-ce qu'on doit le faire? Il y a toutes ces questions-là qui... Les médias sociaux, on est encore dans une zone on est un peu des cobayes, là. C'est pas encore arrivé à pleine maturité. Je me souviens au début, les gens écoutaient les émissions à la télé, et commentaient en direct. Il y avait tellement pas beaucoup de volume que c'était très intéressant. Aujourd'hui, là, en tout cas, moi, je ne fais plus l'exercice. C'est un fil infini, puis c'est presque impossible de suivre ce qui se passe là-dedans. Donc, est-ce qu'on va réussir à suivre le rythme et à donner suite à tout ce qui se passe là-dessus? Merci, Jérôme. Nous, on a le droit de faire un débat. Là, j'allais dire, j'ai le goût de donner la première réplique à Pierre Thomas. Ben, j'allais dire que, pour ton exemple de la Ville de Montréal, parce que je trouvais que c'est un exemple intéressant, puis ça touche le domaine public, effectivement, sur redorer leur image, sur l'effet de gestion, c'est peut-être pas la bonne plateforme, sauf que les citoyens, à chaque jour, ont toujours besoin de services, ont besoin d'être informés sur ce qui se passe dans leur quotidien. Fait que tout dépend de l'angle de communication qu'on décide d'adopter sur les médias sociaux également. Et donc, je rajouterais à quel moment aussi. Oui. Parce que si, dès le début, il y avait eu une attitude d'ouverture, de transparence, et Exactement. peut-être que ça aurait changé aussi un certain nombre de choses. Puis là, on parle de réseaux sociaux, médias sociaux, mais c'est aussi devenir une organisation sociale où on ouvre, ouverte, où on va donner, les contrats vont apparaître, tout le monde va voir ce qui se passe. Dans le fond, ça va être une première étape vers on enlève ces cachotteries-là, puis on va changer. Donc, on ne parle plus d'ouvrir une page Facebook pour faire du service à la clientèle. On va parler d'une plateforme ouverte où les informations sur les contrats, sur qui est dessus, vont être beaucoup plus. Il va y avoir beaucoup plus de bénéfices pour les citoyens. Puis, pour revenir avec est-ce qu'on veut parler à 300 000 citoyens? Ben, je ne sais pas si c'est 311 ou 411 ou je ne sais pas quoi, mais chaque ville, à Montréal, il y a la ligne 311, puis les gens appellent. Fait qu'au lieu d'avoir des gens au téléphone, peut-être qu'on va en avoir un petit peu moins, puis on va peut-être avoir... le problème, c'est pas une demi-ressource qui devrait répondre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être 20, c'est peut-être, je sais pas combien qui peuvent être dans un centre d'appel. Mais quand on peut voir la réponse que quelqu'un... Mettons qu'on peut avoir la même question qu'un autre citoyen, fait que quand on peut lire la réponse, mais on réduit peut-être le nombre de réponses qu'on donne. Au lieu d'avoir 15 téléphones sur la même question, mais on peut réduire à cause que ça a déjà été répondu, puis qu'on peut trouver la réponse avec les informations qu'on a dit tout à l'heure, avec les traces des moteurs de recherche, mais probablement que je vais googler ou chercher cette question-là avant d'aller me renseigner. Puis je m'aperçois effectivement qu'il y a 3 citoyens qui ont posé la même chose, que la ville a intervenu là-dedans, qu'il y a 2 personnes qui ont enrichi l'information. On va se retrouver dans une société plus riche et plus ouverte. Je veux peut-être juste préciser là-dessus que je ne parlais pas nécessairement de questions que les citoyens ont sur des services, tant que de débats publics où les citoyens commentent dans des forums, dans des sites de discussion, sur des pages Facebook, jusqu'à quel point... Je pense que c'est là que ça vient d'important d'orienter, quand on parle de la politique éditoriale, bien que si c'est une page qui est orientée vers le service aux citoyens, que ça soit clair, puis qu'il y a d'autres plateformes pour les débats. Moi, j'ai l'impression que souvent, dans les organisations, on oublie que les médias sociaux, c'est un outil. Hein? Puis, moi, je le présente toujours comme ça, en disant c'est un outil parmi la panoplie d'outils qu'on peut utiliser pour communiquer avec nos différents publics. C'est sûr que c'est un outil spectaculaire, c'est un outil puissant, mais il faut toujours l'envisager comme ça. Le problème présentement que je vois, c'est que c'est comme si les organisations essayaient de nier le fait que ça existe et se contentent, comme tu le mentionnais tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a mentionné, se contentent de dire, OK, on parle de moi, mais on en parle ailleurs. Donc, tant que je ne le lis pas, tant que je ne le sais pas, c'est pas grave, ça n'affecte pas ma réputation et j'ai pas à gérer ça. Alors que ce qu'on essaie de dire, c'est à tout le moins écoutez ce qui se dit, puis faites l'effort d'avoir vos propres plateformes pour que cette conversation-là
soit chez vous et que vous puissiez peut-être davantage gérer à ce moment-là le flux qui est là, intervenir, répondre, essayer d'expliquer. Alors, c'est plus dans ce sens-là où j'ai l'impression que des fois, on dit, ben il y a un outil qui est là, mais on ferme un peu les yeux en disant... Puis on n'a peut-être pas assez de monde pour l'utiliser. Peut-être. Là, toi, tu vas amener vers l'information avec ce commentaire. Ouais, ben, Parce que moi, ce que je voulais un peu, c'est de dire, mais à ce moment-là, est-ce que il y a une formation qui doit être amenée vers, disons, les directeurs de communication? Parce que de demander est-ce qu'il y ait un poste médias sociaux, je caricature, là, mais tu sais, je me dis, il n'y a pas non plus un VP aux brochures, tu sais. Là, je me dis, pourquoi est-ce qu'il faut amener... Et pourtant... Non, mais tu sais... non, juré, là. C'est des légendes urbaines. Donc, tout ce que je dis, c'est est-ce que finalement, les directeurs de communication ne sont-ils pas ceux visés? Puis là, quand tu amènes la notion de formation, comme on a parlé tantôt, un gestionnaire, que je séparais là, d'un animateur. Là, moi, je te dirais que normalement, ce que je vois, c'est pas tant les gens des coms, parce que les gens des coms, souvent, nous utilisent comme consultants externes pour les gens de PR. présenter, vendre des choses. Non, je parle vraiment des gens de com. Normalement, je monterais plus haut, pas nécessairement hiérarchiquement, mais dans toute cette zone de contrôle. Parce que c'est des organisations qui, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui sont habituées de communiquer en contrôle total. Et avec la question des médias sociaux, on se rend bien compte qu'on a perdu le contrôle de l'image de l'organisation, parce que c'est les internautes qui peuvent effectivement influer sur le contrôle. Ils l'ont perdu, qu'ils soient. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la peur du contrôle, de perte de contrôle. Mais on les forme à quoi? On les forme aux médias sociaux? Tu sais, je veux dire, quelqu'un prend des décisions concernant les communications. À l'ouverture, moi, souvent, puis plusieurs formateurs ou consultants pourront le dire, souvent on intervient dans des organisations en premier au niveau du CA. Ouais. Puis ce qu'on a à faire au niveau du CA, là, c'est juste un peu ce qu'on est en train de faire là, de dire, soyez conscients que de toute façon, on parle de vous et de toute façon, ça peut avoir effectivement un impact sur votre image. Mais justement, on n'a pas à les former à ça. Ça. On n'a pas à les former à ça, on a à amener le portrait. Par exemple, là, voyons, quand on était en train de dire l'arrimage avec la réputation, l'intégration dans la stratégie globale, puis là, tu voyais ton propos, moi, je me dis, ne serait-ce que d'avoir entre les mains un clipping, mais qui déborde, puis qui va vers les médias sociaux, qui prend en considération. À ce moment-là, on peut amener, oui, il y a des débats auxquels on peut intervenir, non pas 300 000, mais ces 3 thèmes précis-là. Ouais. Mais est-ce qu'il faut tant avoir à former plus loin que le décideur média? Il y a l'ouverture, mais ensuite, il y a l'opérationnalisation de tout ça. Et c'est sûr que quand on est dans des administrations publiques, c'est beaucoup plus complexe parce que les enjeux sont plus complexes aussi et les risques sont bien présents aussi. Toute la question d'identification, de nomination, de protection de données. Donc, l'enjeu est réel. Et tu dis, ben OK, moi, je veux bien y être, mais maintenant, comment je vais y être pour aussi assurer une certaine sécurité à ma clientèle, pour être cohérent dans le discours, pour comment je vais organiser. Alors, c'est pour ça que des fois, dans certaines organisations, c'est plus long que dans d'autres. Quand on arrive dans des petites organisations où, je sais pas, il y a 15 personnes, il y a 20 personnes, hein, tu réunis tout le monde autour de la table, tu parles de ça, puis tu définis assez bien la présence dans les médias sociaux. Mais quand j'ai des organisations de 1000, 1500 personnes, c'est autre chose. C'est un processus qui peut être beaucoup plus long. Justement, c'est une belle occasion pour des organisations de détacher l'opérationnalisation, le doing de tout ce qu'on fait dans les médias sociaux ou dans les communications, parce que les preneurs de décision, ben, ils doivent voir le grand spectre de ce qui se passe dans les communications. Donc, oui, ils doivent contrôler ce qui se passe sur les médias sociaux, mais ça doit être en synergie avec toutes les autres communications traditionnelles qui se passent dans l'organisation, autant à l'externe qu'à l'interne. Donc, ça n'a pas besoin. Il faut qu'il y ait une synergie, mais il y a une différence entre la prise de décision, la gouvernance et l'opérationnalisation des communications sur les communications numériques. Tu voulais réagir, Guillaume? Non, c'est Jérôme. Je voulais juste revenir sur la question du contrôle, parce qu'on entend souvent ça, les gens ont peur de perdre le contrôle. Peut-être, sauf qu'il y a aussi toute la question du récepteur qu'on oublie souvent. Là, on regarde toujours du point de vue des organisations, mais on oublie qu'il y a des mentalités aussi qui vont devoir changer dans la population. Je vais donner un exemple bien simple. Si on prend la fonction publique, avant qu'une décision soit prise dans un ministère, c'est comme dans la vraie vie, il y a des opinions divergentes, il y a des gens qui débattent,
Et finalement, il y a une décision qui est arrêtée, il y a un ministre qui l'entérine et qui l'annonce. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'ai l'impression, on vit dans une culture où les fonctionnaires, on leur a demandé au fil des ans de faire preuve de loyauté, donc de ne pas aller sur la place publique parler si jamais ils n'étaient pas d'accord. Si un fonctionnaire avait le malheur d'aller dire publiquement que lui n'était pas d'accord avec cette décision-là, il y aurait tout un branle-bas de combat, les médias seraient sur lui, ça ferait les manchettes des journaux. Bon, on C'est dirait... même chose dans une entreprise. c'est- Si tu c'est- travailles chez McDonald's, tu dis que tu es contre cette idée-là d'ouvrir grandes tout ça, entreprises. il n'y a pas le droit de parler non plus. Bon, c'est ça. Mais à partir du moment où on veut appliquer une logique de médias sociaux, à mon sens, ben, on ouvre ça, mais là, on ouvre tout grand. Et là, on se dit, c'est plus grave qu'est-ce qui se dit dans le ministère, c'est plus grave les débats qu'il y a, c'est normal qu'il y en ait. Ce qui est important, c'est la décision finale. Mais ça, là, c'est un changement complet de paradigme par rapport à la situation qui se vit actuellement, où on se dit, il y a une décision finale qui est prise, qui repose sur des analyses qui ont été faites de manière sérieuse, et la décision finale appartient au ministre qui la prend. Mais si on veut s'en aller vers une dynamique comme celle-là, de complète transparence, qui pourrait être un idéal... De gouvernance 2.0, là, que les gens Oui, peuvent admettre, qui, à mon sens, reflèterait la vraie gouvernance 2.0. Il y a du chemin à faire. Là. On est très, très loin de là présentement. Mais justement, procédons par étapes. Avant de parler de gouvernance 2.0, On va commencer par donner accès aux employés, Avant de aux parler de médias changement- sociaux. Ça va déjà être non, un mais bon c'est pas. pas ce que je veux lancer, mais en voulant dire, je sais pas moi, qu'on regarde le rôle de gestionnaire qu'on parlait, puis qu'on le place à son bon niveau, qu'on tranche si on a formé jusqu'aux plus hauts échelons. Puis moi là-dessus, il y avait une question de relance que je voyais avec toi, c'est-à-dire que tu parles d'externaliser certaines des fonctions. C'était tout ça qui était amené tantôt? Ben, pas nécessairement l'externaliser, ça peut être une option, mais c'est du cas par cas, ça dépend de... Mais tout ça vient du processus de communication que tu as avec ton équipe. Si tu décides d'externaliser les gens qui vont gérer l'animation un peu, ça peut être possible, mais l'entreprise doit garder, tout le processus décisionnel. Il doit contrôler le contenu qui est mis, puis il doit avoir un système de communication, une espèce d'organigramme qui permet d'assurer la bonne circulation d'informations. Moi, j'ai toujours une... je le comprends que ça peut Mais être c'est le pas, cas, c'est mais, pas bon tu sais, avec tout le monde. Moi, c'est sûr que, tu sais, comme pour n'importe quel communicant, je me dis, si tu as les moyens d'avoir une ressource à l'interne qui est capable, effectivement, tu sais, de gérer les médias sociaux, c'est préférable que d'avoir quelqu'un à l'externe parce que tu sais, tu capitalises sur sa présence, sur la culture, sur tout le réseau d'approvisionnement également de contenu. Hein, quand tu es à l'interne, Je pense que même les agences vont être d'accord avec toi. oui, c'est ça. Donc, peut-être que dans certains cas, c'est possible de le faire, mais de façon générale, moi, je le vois un peu moins. Sauf que Ouais. c'est mieux, je suis d'accord, puis je priorise toujours une ressource à l'interne, mais je préfère avoir des gens à l'externe qui vont être capables d'humaniser puis de mettre des visages sur une entreprise que d'avoir une entreprise qui parle au nom de « je suis entreprise incorporée qui veut faire de l'argent ». Mais moi, Ou encore de ne pas le faire, que ça prenne 2 ans parce qu'on n'a pas les ressources, tout ça. On va dire, on va commencer par externaliser, il va y avoir une formation, des processus qui vont s'intégrer parce qu'on travaille avec des gens qui font Mais en même temps, on a tendance, comme consultant, tu sais, aussi à montrer que tout ça, c'est comme si c'était complexe et tout ça. Alors que moi, j'ai des clients qui sont des petites organisations, ils n'ont même pas de gens de ressources aux communications, ils ne sont même pas capables de se payer un dépliant. Sauf qu'on les a amenés à être présents dans les médias sociaux et des gens qui souvent sont des bénévoles, 5-6, ont développé une façon de travailler qui fait en sorte qu'ils sont présents sur Facebook, ils sont présents sur Twitter et ça marche super bien. Ouais, parce qu'ils sont dans leur routine. Il n'y a pas de crise qui est arrivée parce qu'il n'y a pas eu de changement à cette routine-là. La journée qui arrive quelque chose, Beaucoup puis de que. crises. Beaucoup de crises, mais Non, avec la journée qu'il y a quelque chose qui change, puis que là, sa personne, écoute, on ne t'a pas préparé à ça. Qui peut répondre à ça? Juste qui pour répond à ça? t'indiquer, c'est un syndicat. Donc, Ok. tu vois que Ouais, c'est ça. la crise, c'est presque un état permanent. Ouais. Mais sauf que les habitudes ont fait en sorte que la communication est là. Tu sais, ça a pris du temps avant que les gens se rodent, mais ils savent quel ton, ils savent quand répondre, à quel rythme, ils savent aussi quand mettre du contenu, quel type de contenu. Tu sais, on s'est donné des outils aussi pour le faire, mais
c'est possible de le faire aussi sans Ah, ben nécessairement avoir le spécialiste de la communication qui est là. Donc, tu n'étais pas c'est- là pour les aider. Oui, j'ai été là pour les aider pour la mise en place, mais Non, qui est dans l'interne pour au la routine, quotidien, mais non. au quotidien, c'est Je pense eux. qu'on est tous d'accord. Oui, c'est ça. Il y a une chose que je voudrais rajouter aussi parce qu'on parle de gestion de la réputation, c'est l'importance qu'on devrait accorder à tous les employés. Hein, moi, je le dis souvent, on voit souvent en communication interne de dire, les employés, c'est des multiplicateurs, c'est bon. Moi, je dis toujours, à partir de maintenant, vous considérez vos employés comme étant presque tous des porte-parole officiels de l'organisation. C'est des porteurs d'image de votre organisation, mais il faut qu'ils en soient conscients aussi. Et à partir du moment où on en est conscient, à partir du moment où on sait qu'on porte l'image de l'organisation nous-mêmes comme employés, c'est sûr qu'on devient quelqu'un d'intéressant, entre guillemets, en termes de réputation et de confiance, parce que ces employés-là eux-mêmes ont leur propre réseau personnel et professionnel, et ils peuvent également porter l'image de l'organisation et au besoin la défendre s'il y a un risque d'attaque. Donc, souvent, je trouve qu'on est porté beaucoup à donner aux gens des coms, à ceux qui dirigent les médias sociaux, le rôle traditionnel de porteur d'image, comme on le donnait à un attaché de presse. Mais dans le cas des employés, on les sous-utilise ou sous-estime, je pense, souvent dans les organisations. Donc, quand on revient à la question juste de formation tout à l'heure, puis qu'on disait, dans le fond, il y a deux niveaux. Il y a des formations, oui, sur des outils et autres, puis impliquer tout le monde, mais il y avait la formation à l'ouverture, à la transparence, à la philosophie, à la stratégie, à la compréhension de comment fonctionne l'univers aussi. Et ça, si cette compréhension-là n'est pas installée déjà au plus haut niveau de ton CA dont tu parlais tout à l'heure, il n'est pas en train d'essayer d'engager du monde pour former son personnel aux outils. Ouais. Donc, c'est vraiment deux niveaux, oui. Je suis toujours aligné avec ça, mais avec ton exemple où finalement on complexifie les choses, nous, les consultants, et puis moi, j'achète. Je demande, est-ce que le changement culturel est si grand? Et je le demande à tous. Je te dirais que ça dépend du type d'organisation. Dans des organisations associatives qui déjà ont l'habitude de fonctionner en réseau, qui ont l'habitude, par exemple, de partager, de co-construire, comme le dit le mot à la mode, c'est sûr que la présence dans les médias sociaux est un naturel, c'est un prolongement même de leurs bras. Mais dans des organisations davantage... Moi, j'ai eu une organisation où j'ai une grosse organisation, 500 employés, un président qui relisait les dépliants. Président qui relisait des dépliants. Donc, il n'y a rien qui sortait sans qu'il ait relu, corrigé, puis qu'il ait approuvé. Alors, vous imaginez quand vous dites, vous allez devoir être présent dans les médias sociaux. Là en termes de culture organisationnelle, puis la culture, c'est hyper important. On avait un client, puis avant de suivre quelqu'un sur Twitter, il fallait être sûr que cette personne-là avait jamais... Donc, tu sais, juste leur expliquer, c'est beau être notre métier, là, avant de retweeter quelqu'un, de suivre quelqu'un, il y avait peur que ça endosse le propos. Les organisations, avec le changement, il est immense à faire dans leur façon de penser. Les médias sociaux ne sont pas compliqués. Oui, mais changer la façon, puis ça revient un peu avec la crise qui n'est pas issue du 2.0, c'est issue de la façon de faire des affaires. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui font des affaires d'une façon pauvre. C'est ça, ils sortent de où? Non, mais je veux dire, le gars, il arrive, salut, je suis un control freak. Mais moi, je pense que je devrais les médias sociaux quand même. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont comme ça. Ils veulent profiter des bénéfices des médias sociaux. Sans en donner, eux autres aussi. Dire, regarde, on veut être capable d'y passer nos messages. On va faire du 1.0 sur du 2.0, mais on n'est pas prêt à changer. Mais ça, c'est hyper fréquent. Là. Ils savent tout ce qu'ils ont à dire, mais ils ne savent pas comment écouter, ils ne savent pas comment répondre, ils ne savent pas comment gérer ça. Puis ça, c'est hyper fréquent. Là. Mais on déborde beaucoup des communications. On vient toucher aux structures managériales, au management des organisations. On vient toucher à la gestion des organisations. Donc, oui, c'est un changement de culture dans certains cas qui est total. Dans d'autres cas, chez Google, je pense que ça ne doit pas être très problématique. Je pense que ça fait partie de la philosophie de la boîte. C'est très, très, très variable. Je ne pense pas qu'on peut généraliser sur cette question-là. Là. Ça va vraiment y aller selon mais c'est-tu un changement la ou culture une de l'entreprise. adaptation? Parce que, tu sais, pour certains, ça va être une adaptation. Pour d'autres, ça va être un changement complet. Moi, je pense que les gens s'embarquent dans des stratégies numériques beaucoup trop rapidement sans être en connaissance de cause. Si je prends l'exemple de mettre une annonce dans un journal, ben on connaît l'électorat, on a déjà acheté le journal, on sait de quoi il y a de l'air.
Puis là, on embarque, on ouvre une page Facebook, on ne sait même pas si notre clientèle cible est sur Facebook. On n'a aucun objectif d'affaires. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va dire. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va dire. Donc, tu sais, la première chose à faire, quand il y a un client qui vient me voir et qui me dit que sa page Facebook puis que ça ne lève pas, est-ce qu'on a fait un audit pour savoir qui allait sur notre page, c'est quoi que les gens parlent, qu'est-ce que les publics qui s'intéressent à notre industrie disent, qu'est-ce qu'ils disent de bon, qu'est-ce qu'ils disent de pas bon. Tu sais, les gens, il y a un petit travail à faire en amont que les entreprises ont décidé, hey, c'est pas long, ouvrir une page Facebook, ça coûte rien, mais finalement, ils l'ont fait trop rapidement sans savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire, quand pourtant, dans tous leurs autres outils de communication, ils ont fait une recherche, puis ils ont demandé à leurs gens de communication des informations. Mais justement parce que c'est facile, donc c'est la perception, comme Pierre-Étienne a dit. C'est-tu si difficile que ça? Non, c'est pas difficile. Tu peux te tweeter, à Facebooker, à ouvrir un blog, c'est pas... Mais le reste, c'est pas de la complexité. Là. Non, c'est pas complexe. Non, mais il vend cher. OK, donc... Bien le faire, ça coûte moins cher que le faire à erreur. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, écoute, standardisons. non, mais je sais pas, standardisons, je sais pas. Standardisé. On va éditer comme on se le disait hier. Non, mais standardisé, tu reviens. Essayons d'aller à des dimensions. C'est pas une question de comme standardiser, c'est une question de bien faire les choses puis de ne pas vouloir sauter des étapes parce que standardisé, ça serait probablement le plus gros piège sur piège. les médias sociaux. Non, je crois pas. Mais Standardisé. Standardisé, non, mais ce que je veux dire, standardisé, puis arrivé, je suis allé à une conférence, puis il dit il y a 163 compagnies aériennes sur Twitter, là, avec la 164e, faire comme les autres, est-ce que tu vas te démarquer? Est-ce que tu vas avoir ta voix là-dedans? Il y a un angle à faire différent, puis il y a des approches différentes dans chaque organisation. Puis veut pas, les médias sociaux, il y a le côté social, puis il y a le côté de cette transparence-là, puis l'identité de l'organisation qui doit transparaître dans on peut pas... Non, oui, mais standardiser, ça veut juste dire pour les pratiques, pour y parvenir. Mais parce que les créatifs. Non, mais on s'entend que les pratiques vont être différentes pour une organisation, pour 2-3 organisations complètement différentes. On parlait de la Ville de Montréal. La Ville de Montréal pourrait dire, on ouvre notre data, puis etc. Il pourrait offrir du service à la clientèle, ou il pourrait dire, hey, on fait un débat sur comment la ville pourrait changer sa perception. Mais c'est 3 processus complètement différents, c'est 3 façons de faire. Moi, ça, je trouve ça intéressant, justement. Je suis totalement d'accord. Mais pour baser une décision comme ça, il faut qu'il ait été feedé. Ah oui, ça, je suis d'accord. Qu'il ait été fourni sur des bons profilages, ou encore, Matrice Taco 2, moi, j'amenais ce matin, une bonne illustration de leurs diverses dimensions, ce qui me semble avoir été amené avec M. Leroux. Bref, j'en viens à dire, ce ne serait pas d'amener ce paysage-là qui ferait en sorte qu'on aurait l'air peut-être moins complexe. Que de changer les structures, je sais pas. Là. Moi, j'amène le débat beaucoup là. Je ne sais pas si on a à changer toutes les structures. Changer les structures ou au moins faire de l'enjeu de l'éducation en commençant par les plus hautes sphères. L'enjeu de l'éducation, il est vraiment au niveau de la volonté de changer une structure. Je pense que la base, souvent la population, les employés, eux, ont le goût de changer une structure, mais c'est plus au niveau décisionnel qui, eux, ça ne se fait pas. Moi, j'aurais le goût de demander justement dans la salle, s'il y en a qui sont intéressés aussi à poser des questions à notre panel concernant les enjeux, les mettre peut-être en comparaison avec des enjeux d'éducation que vous avez eu vous-même à faire dans vos propres entreprises. Ou revenir à la e-réputation. En revenant sur la e-réputation, parce que on n'est que là-dedans, parce que quand on dit qu'on est en train de faire de la formation, c'est que les gens ont peur au niveau de structure interne à la réputation et il faut les former, donc il faut les éduquer à comprendre comment ils peuvent travailler. Il faut sur faire leur aussi attention à jusqu'à quel point la forme. On était à un panel dernièrement au printemps des médias sociaux, puis à un moment donné, là, oui, il y a formé, mais il y a aussi allons le faire, puis apprenons. Il n'y a personne, je pense, autour de la table. Ici, on fait tous des médias sociaux. Puis je pense qu'il y a personne de nous qui a suivi une formation spécifique en médias sociaux. Là, on a appris, puis on a appris de nos erreurs. Puis on se retourne autour d'une table, puis on dit hey, qu'est-ce que tu as fait comme bon coup? Ah oui, puis. Mais tu sais, à un moment donné, faut pas que cette formation-là nous empêche d'agir. C'est là que l'arrimage, par exemple, à la réputation, comme Jérôme l'amenait en intro, nous inscrit dans des processus décisionnels déjà existants. Où tes 3 choix de se dire devant les. Comment on appelle, les démographiques que j'ai. Puis le budget, je prends une des avenues, parce que puis j'oriente la conversation là-dessus. Le décideur ne veut pas décider plus loin que ça. En principe. Puis tu vois, on est dans la gestion de la réputation. Oui, Anne-Marie, tu aurais une question? Très intéressant. J'aimerais ça être en avant avec vous. Viens-t'en. Invitez-moi.
c'est vraiment intéressant l'aspect formation versus sensibilisation versus gens qui sont autodidactes du métier. Je pense que, et moi je le vis à l'interne, on est souvent cité à la commission comme un exemple en frais d'organisme gouvernemental qui a fait le saut dans les médias sociaux en 2009. Et je vous dis là maintenant et sur Ustream et live que mes politiques ne sont pas encore endossées par le CA, qui ont été faites depuis 2009. Et c'est vraiment, je vous le dis, parce que dans le fond, c'est des outils internes qui nous servent à nous pour notre gouvernance dans le day-to-day. On parlait de commodité, Pierre-Étienne hier à notre panel de l'autre côté. Mais ce sont des trucs qui nous servent à nous, qui ont été développés et ça peut être long, même si l'organisation se veut ouverte à tout ça. La structure peut être tellement longue et c'est pas parce que je suis au gouvernement, par exemple. Donc, moi, je pense que oui, la formation auprès des employés, si on est en train, justement, en 2013, à la commission, de vouloir former nos employés, mais c'est long parce que ça se fait avec la direction, ça se fait avec les RH. Donc, ça, c'est une chose. Je pense que les gens qui sont appelés à travailler dans le corps du média social, oui, il y a une formation universitaire qui devrait être offerte pour ça, pour les stratégies, mais dans l'opérationnalité, c'est beaucoup, et on le voit aujourd'hui, c'est beaucoup des gens qui sont autodidactes, et c'est des compétences, des qualités qu'on cherche davantage que des compétences professionnelles. Et former les gestionnaires, moi, je parlerais plutôt de sensibilisation, justement. On parlait de l'ouverture, dans le fond, d'appliquer les règles du partage du 2.0, que je déteste ce terme, mais c'est, dans le fond, l'ouverture, le partage, la co-création, qui est le terme en vogue que François évoquait. Donc, sensibiliser les gens et laisser les gens qui ont les mains dedans le faire, mais simplement sensibiliser, parce que c'est vrai que les preneurs de décision vont continuer à aller prendre les décisions, puis ça va continuer avec le sous-ministre qui va annoncer les choses. De la même manière. Puis souvent, je suis super d'accord avec ça. en lien avec la formation, puis tout ce que tu viens de dire, la sensibilisation, ce qui rassure souvent, c'est montrer qu'il y a des processus. Oui. Montrer que tu ne m'en vas pas là improviser, puis tout ça. Et J'ai ça, une matrice décisionnelle avant voilà. de faire un choix. J'ai mes règles de gouvernance sont bien établies. Je sais quoi je vais accepter sur ma page Facebook que j'accepterai pas. Ça, c'est des choses que n'importe quelle personne sur un CA dit hey, on sent en bonne main. Ouais, mais le terrain de légitimité de notre animateur dans notre communauté, de gestionnaire de communauté, il est déterminé. Il n'y a pas 3 niveaux d'approbation avant de mettre quelque chose sur la page. Mais à un moment donné, là, dans 20% des cas, 10% des cas, il est capable d'avoir une ressource. Hey, je vais appeler notre expert parce que là, je pense que ça va au-delà où les communications devraient intervenir. Ça, c'est des choses qui rassurent bien plus que de la formation. Puis dire, regardez, là, vous avez compris qu'il fallait le faire, bien voici les outils qu'on a pour organiser notre métier qui peut sembler un peu de l'improvisation pour des gens qui ne sont pas allés dedans et qui ne l'ont jamais fait. Exactement. Alors qu'on va le former à On attention, le tu vas tomber en gouvernance 2.0. Là, non, mais il n'y a pas besoin de le former, lui, on lui non, montre. mais c'est un radio du feu. Exact. Il y avait une question, je pense, dans le fond. Elle n'a pas fini, on l'a coupé pour. Excuse-moi. Est-ce que je peux conclure? exclure. OK, oui, parfait. Non, je renchérissais parce que Guillaume, tu seras d'accord avec moi et on a travaillé là-dessus déjà sur un schéma de gestion des commentaires avec l'Observatoire. Ça fait déjà 2 ans de ça. Mais ça vient de la base et ça vient des gens qui ont les mains dedans. Donc, oui, la sensibilisation auprès des gestionnaires, mais dans le fond, eux, ce qui les rassure, c'est que la gouvernance, les commodités qu'on développe, c'est les gens, les gestionnaires de communautés, les gens de communication, les gens qui sont un peu en dessous. Puis pour l'avoir fait ensemble, on n'invente rien. On va prendre les questions-réponses du service à la clientèle qu'on va appliquer aux médias sociaux, puis les règles sont bien établies, tout ça. Mais je C'est trouve un que beau projet, ça. Oui, c'était le fun. On fait ça. Anne-Marie, je trouve que tu as amené un très bel exemple, parce que ça confirme ce que j'ai dit. Vous avez une présence sur les médias sociaux avant même d'avoir campé vos politiques puis vos règles de gouvernance. Donc, je dis pas que vous le faites d'une mauvaise façon, mais vous êtes allé un peu à l'envers. Voilà. Donc, encore là, c'est là que ça démontre que les gens ils vont très rapidement parce qu'ils veulent y être présents, mais ils n'ont pas balisé puis ils se sont pas assurés de pouvoir contrôler le mieux possible le message de l'entreprise. Oui, mais en même temps, ça s'est fait en 2009. Puis, tu disais, il faut réfléchir. Évidemment qu'il faut réfléchir. Je suis pour les stratégies à long terme. On parlait de stratégie à court terme tantôt, mais à long terme, s'il vous plaît. Mais en même temps, si on réfléchit pendant 4 ans, on passe à côté du bateau. Dans le fond, moi, je dis... Mais les politiques auraient dû être approuvées rapidement avant d'ouvrir le compte. Mais ça, oublie ça. On est dans 2009 là, au gouvernement, donc oublie ça. Donc moi, je me suis dit, faisons-le, faisons prouver à côté. Et c'est un peu comme tout le monde, c'est de l'essai-erreur. Puis moi, je suis très ouverte par rapport à ça. Il y a des trucs qui sont encore à Mais c'est l'état bizarre qu'il ait évolutif, approuvé alors l'ouverture d'un compte, mettons Facebook ou Twitter, sans les règles. C'est juste qu'on fait ça à l'envers. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais il y a une recette. C'est 80% des comptes. C'est ça. Puis il y a des recettes qui sont appliquées, les 10 étapes qu'on a développées. Et parfois, on commence avec la 5e pour mieux revenir à la première éventuellement. Puis on dira, ben oui, on a fait ça dans le mauvais sens, mais pour nous, il fallait le faire comme ça parce que sinon, si j'attendais l'approbation, mon CA se rencontre 3 fois par année. Tu sais.
C'est ça, Je passe à côté Anne-Marie du bateau. faisait Mais référence. j'ai terminé, je ferme mon... Non, mais je voulais juste dire, c'est pense que que Guillaume c'est- demandait quelles étaient les 10 étapes, puis c'était juste Ouais, c'est ça, le c'est processus d'intégration. www.omsrp.com. Qu'on a mis sur le site, le processus lire ça. d'intégration en 10 étapes. On va envoyer le lien Bitly, on va travailler. Merci, s'il vous plaît. Oui, il y a une question de M. Gauthier. Ben écoutez, c'est une question commentaire, mais je pense qu'il ne faut pas oublier dans toute cette discussion-là qu'à mon avis, à mon humble avis, il y a une urgence d'agir. Hein. Ouais. Il y a urgence d'agir parce qu'on a de façon très urgente une économie numérique à développer. On a un virage à opérer au niveau de notre façon de faire, de la gouvernance au niveau de notre État. Il y a un changement de cap à se donner. On le voit, il y a des États dans le monde, il y a des villes dans le monde qui se sont donné des stratégies très, très efficaces, qui ont changé de bord en bord en l'espace de 2 ans les approches. Et ça, je pense que c'est l'urgence nationale qu'on doit se donner, c'est-à-dire de se donner un plan d'affaires qui va faire en sorte qu'on va changer le rôle de l'État de producteur à diffuseur, puis qu'on va passer en mode de conversation. On va se transformer dans une plateforme de collaboration avec les citoyens. Et je pense qu'une fois qu'on va avoir compris ça, qu'il y a un changement de cap à opérer, tout le reste, toute la discussion, toutes les décisions qui vont entourer la mise en place de ça vont être grandement facilitées, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être mentionné. Mais d'autre part, il y a tout je pense, une question de leadership et de volonté politique à mettre en place pour y arriver. Puis moi, je suis de ceux qui disent que c'est plus le temps d'attendre, c'est le temps de passer à l'action. Donc nous, on a dit clairement au gouvernement dernièrement qu'on allait agir, qu'on allait organiser une tournée, qu'on allait faire des assises du numérique. Et on dit au gouvernement, vous n'êtes qu'une partie prenante comme les autres. Et si vous êtes là, vous serez là, c'est tant mieux, mais sinon, la société civile va l'amener, cette réflexion-là. Absolument. C'est ça, Bravo. exactement, On a le merci. goût d'applaudir. Ben, je suis venue pour le faire. Je suis venue pour le faire, effectivement. Alors, oui, tu avais un commentaire, Pierre-Étienne? Non? Ah, OK. Oui, commentaire. Oui, Florian? Ce serait pour revenir sur la question de l'auto-formation, parce que, me semble-t-il, les community managers ne sont pas les premiers professionnels de la com qui s'auto-forment. Voilà, donc c'est juste pour dire que peut-être, voilà, on a des modèles dans les années 80 de communicants qui se sont mis à l'informatique, comment l'informatique a été intégrée dans les organisations. On a des choses à apprendre de ça. Moi, par exemple, j'ai travaillé aussi sur les référenceurs, comment ils se sont auto-formés vraiment dans leur communauté, et comment, en gros, l'auto-formation participe de l'employabilité. C'est-à-dire vraiment de la capacité à savoir quelles sont les compétences par rapport à tout notre parcours qu'on est capable de mettre en avant et de définir comme important dans le poste qu'on vise. Donc ça serait bien peut-être aussi de sortir des médias sociaux pour mieux comprendre les enjeux d'une construction des réputations sur les médias sociaux. Petite remarque. Se mettre en posture d'observateur, au lieu d'être des acteurs. Alors, oui, Patrice Laurent? Je trouve ça intéressant, l'approche de la Commission de la capitale nationale, parce que dans le fond, si j'ai bien compris, c'est qu'on vous a laissé le soin puis le choix d'apprivoiser puis d'intégrer les outils. Et ça, c'est pas n'importe qui fait ça, parce que souvent, on va plutôt favoriser une approche descendante. Hein? Et puis souvent, les gens préfèrent avoir une approche descendante, où là, on leur donne vraiment des directives. Tu vas faire ça comme ça, tu vas l'apprendre. Alors, bon, les deux se valent. Ça me fait penser à McAfee, là, qui disait, ben, il y a ces deux approches-là. Lui, il préfère l'approche descendante, parce que justement, elle signale de façon très claire aux employés la direction que les gens veulent prendre, entre autres pour les médias sociaux, les technologies de l'information, que ce soit les outils de collaboration, les outils de communication. Mais je pense que les gens de la Commission de la capitale nationale, là, ils se démarquent peut-être par rapport à d'autres organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux de cette sorte. Et puis bon, on vous laisse le choix, mais quand même, on sait que vous n'êtes pas non plus vous n'allez pas tweeter, vous n'allez pas dire n'importe quoi non plus sur les réseaux, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Encore des gens de cas. Ben oui. Je voyais qu'il y avait une question aussi, Valérie Laroche. Donc, moi, ma question, c'est pour rebondir sur l'idée de sortir des médias sociaux. C'est qu'il y a eu plusieurs remarques sur on veut faire du 1.0 sur des systèmes 2.0. Et donc, ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce que, en fait, il faut rester médias sociaux ou avoir une stratégie plus large
en rebondissant sur ce que vous avez dit, je crois, monsieur, sur intégrer, par exemple, les publicités en ligne, et donc, en fait, ne pas toujours conseiller à des entreprises d'aller sur les médias sociaux, parce qu'en fait, elles ne sont pas prêtes, et qu'elles vont faire plus d'erreurs en y allant, plutôt qu'en leur conseillant plutôt d'aller sur d'autres outils qui seront plus adaptés à l'état dans lequel elles sont. Mais ton point est très bon. Puis effectivement, il y a des clients à qui on dit, parce qu'on parlait des réputations aujourd'hui, à tout le moins, ils devraient tous avoir des pratiques d'écoute de ce qui se dit dans les médias sociaux à leur sujet, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés, de toute la gang, d'aller sur Facebook, Twitter, etc. Il y a d'autres plateformes qui vont être plus propres à eux. Et si c'est trop compliqué, puis l'organisation ne change pas, mais effectivement, au moins avoir... c'est pas quelqu'un d'autre qui s'approprie de mon compte Twitter, puis la journée que je vais vivre une crise, je vais être capable de l'utiliser. J'ai des pratiques, je fais des changements, mais au moins être capable d'avoir des pratiques de veille et d'écoute, ça devrait être la première étape. Puis après ça, on voit si on a les ressources, la mentalité. Puis il y a des produits et des organisations qui sont pas faits pour ça aussi. Non. Et j'ajouterais qu'effectivement, il y a même des compagnies qui n'ont pas à faire de publicité non plus, qui n'ont pas à se faire connaître du grand public parce que leurs opérations ne les touchent pas. Mais je dirais, si on veut effectivement penser à une approche globale, je pense que les médias sociaux aujourd'hui sont un incontournable dans l'image et dans la réputation d'une organisation. Et le but, c'est de presser les organisations à être présentes, à tout le moins, si on veut effectivement avoir un plan global de communication qui gère l'ensemble des composantes de l'image, que ce soit en bénéfice ou en risque. Je prends le cas, par exemple, le danger dans certaines organisations est beaucoup plus présent. Je prends le cas des écoles qui se refusent à être présentes dans les médias sociaux, alors que leur clientèle, c'est leur lieu de prédilection, alors que même les parents des élèves sont là, et c'est là-dessus qu'ils basent souvent leur choix d'école. Alors, si une école n'est pas présente dans les médias sociaux parce qu'elle a peur de sa réputation et de son risque, bien, elle est en train de se couper complètement d'un canal de communication qui lui est naturel avec une clientèle qu'elle ne pourra peut-être même pas rejoindre autrement, à moins d'avoir les moyens de se payer une campagne de publicité à la télé, ce que peu d'écoles ont les moyens de faire. Donc, il y a une question, il y a un enjeu extrêmement important ici aussi de rejoindre des clientèles qui autrement ne peuvent l'être. Il faut faire attention, puis je pense on en parlait, mais il y a beaucoup d'Apple tout autour de la table, puis ils n'ont pas de page Facebook, il n'y a pas de compte Twitter Apple. Pourtant, ça ne nous empêche pas de les consommer, puis eux, ils se sont positionnés dans leur earned media. À tous les jours, on va parler de notre MacBook, de notre iPad, notre iPhone. Donc, eux, ils misent sur les agents multiplicateurs qui vont parler d'eux, sans eux avoir une plateforme et être obligés de la gérer. Donc, ils sont présents. Là. On ne peut pas dire qu'Apple... Ils ont une réputation numérique, mais ils n'ont pas pris l'approche des médias sociaux de la même façon comme on a l'habitude d'entendre parler. C'est ça. Ils ont créé un produit social, un produit que les gens aimaient, avaient le goût d'en parler, sans être obligés de gérer cette conversation. Et en même temps, ils sont conséquents avec ce qu'ils ont toujours fait, c'est qu'essayer de trouver un porte-parole à Apple sur la Terre, bonne chance. Alors sur ce, est-ce que vous vouliez aussi rebondir à nouveau, Valérie? Non, c'est bon, merci. C'est bon? Ah, OK. Alors, écoutez, j'aurais envie de vous dire qu'à cette heure-ci, nous avons dépassé de presque 1 heure le moment que nous nous étions donné. Ceci dit, on s'était dit qu'on prendrait le temps en fin de journée de faire une table de discussion où on se sentirait moins bousculé et où on donnerait la chance à plusieurs de s'exprimer. Alors, écoutez, personnellement, en tout cas, je le pense, pour avoir recueilli beaucoup de commentaires durant les pauses et autres, je pense qu'en général, c'est une journée qui va avoir porté beaucoup de fruits au niveau de beaucoup de réflexions. On a beaucoup posé de questions, on a beaucoup soulevé plein d'interrogations et je pense que c'est le but de l'exercice. C'est beaucoup plus de se poser des questions que d'amener des réponses comme telles. Et je pense qu'on a réussi cet exercice-là au niveau de la réputation des entreprises. On voit que c'est très large. Et je voudrais vraiment remercier tout le monde d'y avoir participé avec autant de générosité et de passion. Ça a été très agréable d'animer cette journée. Et, pardon? Et merci François, et que j'ai donc besoin de... Et les gens, s'il vous plaît, un gros merci d'avoir... Merci.
pour aller célébrer ça. Alors, je vous invite tout le monde. Je vous invite tout le monde. 5 à 7, on va prendre un verre de vin, quelques bouchées de fromage et on va pouvoir continuer nos conversations autour de ça. Merci beaucoup tout le monde. Bravo. Avant de fermer, on veut aussi parler du lancement du livre. Alors, on peut le faire, mais comment tu vas faire? Viens me voir. Hey, un gros merci. Hein. Physiquement, ça veut dire qu'il faudrait qu'on revienne dans la salle pour le faire. Pas assez de chien, non. Pas assez de chien. C'est ça. Est-ce que tu... On entend encore le son. C'était pas une attaque de dire on est pas en train de parler de l'illustration. Mais je sais que lui, il veut que la question ça, mais parler d'illustration. On a filmé les voix. OK, parce qu'il y avait le chambon, c'était ma seule. On peut fermer et on sort. On peut fermer et on sort prendre un verre. Ben, c'est ça. Amenez le robot. On peut l'amener, le robot, on peut le mettre en mode... Non, ben lui, à travers le monde, il n'est jamais sur le même décalage horaire que nous. De toute façon, il change toujours de continent. Non, mais ça...